Premièrement, je me présente, comme Brian a fait. Je m'appelle Georgia Fracas. Je suis psychologue, je suis professeure d'université et je suis une personne vivant avec une maladie mentale. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous dire que j'ai changé le titre de la conférence qui était La maladie mentale entre souffrance et espoir pour se reconstruire avec une maladie mentale. Je l'ai changé parce que je trouvais qu'il était beaucoup plus représentatif de ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Et vous allez voir pourquoi. Donc, il y a une semaine et demie, je me suis mariée. Merci, mais je n'ai pas arrêté pour me faire plaisir, mais c'est super gentil. Merci. C'est pour vous dire qu'il y a un an, jamais je ne pensais rencontrer l'homme de ma vie et encore moins me marier. Il y a un an, j'étais aux urgences et j'étais suicidaire. Et j'étais avec un infirmier en psychiatrie qui ne me prenait pas au sérieux. Donc, j'allais vraiment pas bien, mais pourtant, je suis encore en vie. Je suis ici, devant vous, et je vais mieux. Donc, ma vie avec la maladie mentale a commencé il y a plus de 20 ans, alors que j'avais 23 ans. Ça a commencé suite au décès de mon père. Il est décédé d'un cancer, mais c'est arrivé super rapidement. Ça a été très rapide, très dévastateur. J'avais l'impression d'être dans un train qui roulait hyper vite et qui s'était écrasé contre un mur de briques. Et là, je me retrouvais jetée de l'autre côté du mur, sans comprendre comment je m'étais rendue là. Je ne comprenais rien de ce qui s'était passé. Tout ce que je savais, c'est que j'étais anéantie. Ce fut le déclencheur de mon premier épisode dépressif qui a duré 2 ans avant d'avoir le diagnostic officiel qui a été posé. Pendant ces 2 années-là, je me réveillais à chaque matin en pleurant et avec l'envie de mourir. Je m'imaginais morte. La souffrance était tellement intense qu'elle était intolérable. Et même ces mots-là ne sont pas suffisants pour expliquer ce que je ressentais. Je voulais juste pas bouger, rester étendue, puis que rien d'autre arrive. Ironiquement, durant cette période, j'étais étudiante ici même à l'UQAM. Je faisais mon doctorat en psychologie sur la prévention du suicide, pendant que moi-même, je pensais à m'enlever la vie. Donc, imaginez comment j'allais mal. Mais fort heureusement pour moi, j'étais bien entourée d'amis, de collègues et de famille qui ont vu que j'allais vraiment pas bien et que j'avais besoin d'aide. Donc, j'ai pu prendre premièrement un congé de mes études doctorales. J'ai été voir un médecin, on m'a donné des antidépresseurs. J'ai eu un diagnostic de dépression majeure. J'ai vu une psy, donc j'avais tout ce qu'il fallait. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Les 20 années qui ont suivi ont été marquées de plusieurs autres épisodes dépressifs. En fait, environ 3. Et chaque épisode était accompagné d'un arrêt de travail plus ou moins long. Le plus long était d'environ 8 mois, 9 mois. Et les épisodes étaient entrecoupés de ce que j'appelle des phases de normalité, ou ce que moi, je croyais était la norme à ce moment-là. Chaque fois qu'un épisode arrivait, la même souffrance innommable m'envahissait. Tout ce que je voulais est qu'elle arrête. Et inévitablement, elle arrêtait. Tranquillement, pas vite, j'allais mieux. Ensuite, bien. Ensuite, très bien. Ensuite, vraiment beaucoup trop bien. Mais vraiment. Donc, c'est fort probablement grâce à ces phases de normalité que j'ai réussi à terminer mon doctorat, que je suis devenue prof d'université, que je suis psychologue en pratique privée. Durant cette période de 2 ans, j'ai suivi, évidemment, une psychothérapie, plus qu'une psychothérapie. J'ai pris des antidépresseurs, pas toujours les mêmes, ils me les ont changés.
J'ai été aussi dans des ateliers d'autogestion sur la dépression et l'estime de soi. J'ai été aussi à l'hôpital de jour pour les troubles de l'humeur en psychiatrie. Tout ça m'a été très, très, très utile. Ça a été difficile, je vous avoue, par contre, d'être une patiente à l'hôpital psychiatrique où j'ai des collègues qui travaillent et où j'ai des anciens étudiants qui travaillent. Bien sûr, je les ai toutes croisées pendant mon séjour, évidemment. C'était malaisant au début, vraiment malaisant, mais avec le temps, je me suis fait à l'idée que, bon, je suis là, j'ai besoin d'aide, et après 6 semaines d'hôpital de jour, j'ai vu que c'était vraiment aidant. Donc, j'ai vraiment fait tout ce qu'il fallait faire. Là, tout ce qu'on me disait de faire, je le faisais. Tout est bien qui finit bien, n'est-ce pas? Pas tout à fait. Ça continue. Au cours de la première année de la pandémie, je me suis mobilisée pour aider le plus de monde possible, psychologiquement parlant. C'était devenu une mission pour moi. Je n'ai jamais autant travaillé de ma vie. J'étais partout, je faisais tout ce que je pouvais faire pour essayer d'outiller les gens. J'écrivais une chronique hebdomadaire dans le journal Le Soleil à Québec. J'en compilais une liste de ressources gratuites ou à prix modique pour la santé mentale et problématiques connexes que je mettais à jour régulièrement et que je diffusais dans mes réseaux sociaux. Je travaillais quelques heures par mois pour une ligne téléphonique d'intervention en santé mentale fédérale. Ça, c'est juste quelques exemples que je faisais. En plus, oui, et il ne faut pas que j'oublie que c'est à ce moment-là que j'ai aussi commencé à m'impliquer dans le dossier de l'aide médicale à mourir pour la santé mentale, parce que c'est un autre sujet qui me touche beaucoup. Donc, tout me semblait être une bonne idée à l'époque. Tout. Des nouveaux projets de recherche, pas de problème, même si je n'avais pas fini ce que j'avais entamé. Des projets d'écriture. Je voulais écrire un livre sur la santé mentale. J'ai même approché une maison d'édition. Des projets créatifs, j'avais commencé à peindre. J'ai approché une galerie d'art qui me représente encore toujours, en passant. J'écrivais de la poésie. Je faisais des vidéos TikTok pour diffuser mes poèmes et mes œuvres d'art à plus de monde. Après avoir vu un documentaire sur le sujet, j'ai décidé de m'équiper en roller derby, même si je ne sais pas patiner. Je ne savais pas et je n'en sais pas plus aujourd'hui. Et en même temps, pour rester calme et aider le monde, j'ai décidé de partir et animer un groupe de méditation pleine conscience en virtuel pour mes collègues. Donc, il ne faut pas oublier que j'étais aussi, je suis prof d'université, je donnais l'équivalent de 4 cours pendant cette année-là et j'avais des clients en pratique privée. Donc, en fait, j'étais clairement sur un high et rien ne pouvait m'atteindre. Évidemment, moi, je pensais que c'était normal, que tout le monde était comme ça. Évidemment, en aidant les autres, je ne me suis pas vraiment aidée. J'ai commencé à sombrer tranquillement, pas vite. Tu sais, c'est vraiment insidieux parce qu'on ne le voit pas venir. C'est à ce moment-là que j'ai abouti aux urgences et suicidaires, comme je vous ai dit au début de la présentation. C'est que j'en revenais pas. Je pensais qu'après mon dernier épisode dépressif, que c'était fini, que j'étais guérie, que j'étais rétablie, que j'avais vraiment tout fait ce qu'il fallait faire. Il n'y avait rien de plus à faire, j'ai tout fait. Mais je me suis trompée de toute évidence et je suis tombée de haut et de très haut, je vous dirais. Je me répète en disant que je suis très chanceuse d'être bien entourée, parce que grâce à la persévérance de ma médecin de famille, qui n'a pas lâché le morceau, j'ai pu être suivie par la même psychiatre qui m'avait vue à l'hôpital de jour, jadis. C'est elle qui m'a diagnostiqué le 3 mai 2021, donc il y a un peu plus d'1 an, avec un diagnostic de trouble bipolaire 2. C'est là que, finalement, j'ai eu le bon diagnostic. J'ai finalement compris pourquoi, pendant 20 ans, j'avais des dépressions on and off, qui ne se réglaient pas et qui revenaient, parce que je n'avais ni le bon diagnostic, ni le bon traitement à l'époque. Donc, c'est sûr que j'ai aussi réalisé que mes phases de normalité n'étaient pas normales, entre guillemets. C'était plutôt des phases hypomaniaques. Donc, c'est ce qui expliquait mes
période de productivité, créativité, d'énergie intense. Bon, donc, pour vous dire que le diagnostic, en fait, a été une véritable révélation parce que là, je voyais tout mes comportements, ma façon d'agir différemment. Même mes souvenirs de moi en tant qu'adulte, jeune adulte, comment que je travaillais, mes demandes de subventions que je faisais, j'en faisais plusieurs en même temps. Tout avait un sens. Mais comme vous pouvez imaginer, juste obtenir le bon diagnostic, ben, ça ne marque pas la fin de l'histoire, évidemment. Il y a les traitements, les médicaments, les essais, les erreurs. On peut se sentir comme un cobaye, ça je vous le dis. Avec les tests d'urine, les tests sanguins, les électrocardiogrammes. Là, en ce moment, je prends 5 médicaments par jour, mais je ne suis pas encore stabilisée à 100 %. Il va sûrement en avoir un autre qui va être ajouté dans les prochaines semaines. Donc, mais j'ai confiance qu'on va trouver la bonne dose. Je suis psychologue, comme vous savez, donc j'aide les gens à traverser des moments difficiles, à trouver de l'espoir, des raisons de vivre. Je les aide à se reconstruire aussi. Souvent, les gens qui vivent avec une maladie mentale et qui sont désemparés, dépassés par ce qui leur arrive, me posent la question suivante. Ça va prendre combien de temps avant que je revienne comme avant? Puis ça c'est la question la plus difficile à recevoir parce que la réponse est qu'on ne peut pas retourner en arrière. On ne va jamais être la personne qu'on était avant. Pourquoi? Parce que notre maladie mentale nous change de bonne et de moins bonne façon. Elle laisse des marques, des fractures, mais aussi des nouveaux apprentissages. C'est comme un vase brisé qui a perdu des morceaux, puis qu'on reconstruit en intégrant des nouveaux morceaux. On répare les lignes de faille. De la même façon, on se reconstruit en intégrant notre maladie mentale, en lui donnant un espace. Elle fait partie de nous, tout simplement. Certaines personnes s'identifient complètement à leur maladie mentale, d'autres moins, d'autres pas du tout. Et c'est correct. Il n'y a pas une seule bonne façon de se rétablir. C'est un cheminement très personnel. Ma reconstruction est en cours actuellement et encore pour un petit bout, je pense. J'ai accepté que je dois prendre des médicaments à vie, que je ne serai jamais aussi productive qu'avant. Ça, c'est vraiment difficile à accepter comme professeur d'université où il faut être hyper productif. C'est ça qui est valorisé. Mais j'arrive. Je me suis aussi jointe à un groupe de soutien virtuel de l'organisme Relief. On se voit à chaque mercredi soir, sauf ce soir parce que je suis ici. J'apprends, évidemment, je continue ma thérapie, j'apprends à connaître mes signes précurseurs, je m'écoute, je m'affirme, je continue à peindre aussi parce que c'est par la peinture aussi que j'exprime mon cheminement. Je parle ouvertement de ma maladie mentale comme je fais ici avec vous et dans le soleil aussi à Québec, mais pas toutes les semaines, là. Maintenant c'est une fois par mois à peu près, parce que je veux déstigmatiser, démystifier c'est quoi. En parler, comme normaliser sans banaliser, évidemment. Donc, évidemment, je continue à vivre des hauts et des bas. C'est difficile, oui, mais c'est normal que ça soit difficile. Au moins maintenant, les hauts sont moins hauts et les bas sont moins bas. Et ça fait moins mal. Et je n'ai plus envie de me suicider. Ce n'est pas rien. En tant que professeure et psy, je suis consciente du privilège que j'ai de pouvoir parler de mon trouble avec peu de risque de représailles. Par exemple, je ne vais pas perdre ma job en parlant. Ça fait partie de ma job. Donc, mais je vous avoue que ça m'arrive d'avoir peur du jugement des autres, de leur pitié. Ça m'arrive d'avoir peur de perdre des clients s'ils apprennent que je suis bipolaire. Parce que j'en ai vécu de la discrimination et de la stigmatisation. Et l'exemple le plus percutant que j'ai, c'est quand j'ai appliqué pour un poste en 2005 dans un centre de santé et de services sociaux. On n'a pas voulu m'embaucher parce que j'avais déclaré un épisode dépressif majeur passé. Je l'ai su après, bien sûr, mais parce que j'étais embauchée ultimement. Mais quand je l'ai su, c'était humiliant. C'est complètement humiliant de savoir ça. Donc, ça peut nous briser. Évidemment, je ne peux pas avoir d'assurance invalidité sur mon hypothèque. Donc, il y a plein de trucs comme ça. Parce qu'on est des risques, on ne peut pas avoir accès à ces choses-là.
Nous sommes encore marginalisés, stigmatisés, discriminés à cause d'une méconnaissance de la population face à la maladie mentale. Les gens ont des préjugés tenaces à notre égard, qu'on est dangereux, paresseux, lâche, faible. En parler ouvertement peut donc être risqué. Cependant, pour moi, mon rétablissement passe par la prise de parole pour briser les tabous, lorsque je peux. Et si mon histoire peut aider une personne, ça vaut la peine de prendre le risque d'en parler ouvertement. Ça m'amène à l'importance de faire entendre les voix des personnes qui vivent avec des maladies mentales, nos voix. On a des journées belles cause pour la cause, les semaines de sensibilisation aux maladies mentales, les semaines pour la santé mentale, les semaines de prévention de suicide. Mais ce qu'on n'a pas, en fait, ce qui nous manque, c'est la réappropriation du discours dominant sur la maladie mentale par les personnes qui vivent avec une maladie mentale nous-mêmes. C'est parce que ce discours dominant véhicule des images de nous erronées et simplistes, comme nous sommes des personnes à craindre, à éviter, à mépriser, sur qui on ne peut pas se fier. Un risque, quoi. Pourtant, nous sommes les experts de notre vécu, de nos réalités, des hauts et des bas de la vie avec une maladie mentale. Mieux encore, nous savons ce dont on a besoin pour aller mieux, se reconstruire et retrouver l'espoir. Nous avons simplement besoin d'avoir accès aux outils nécessaires pour y arriver, c'est-à-dire les médecins de famille, les psychologues, les psychiatres, les employeurs compréhensifs. Fort heureusement, d'autres sources nous sont plus facilement accessibles, comme les centres de prévention de suicide et les organismes communautaires en santé mentale. Je les mentionne parce que dans mon cas, ces deux organismes-là m'ont aidé à survivre et à vivre. Oui, le rétablissement est un processus personnel, ça je l'accorde. Mais j'ai appris que pour y parvenir, il nous faut plein de ressources qui viennent de l'extérieur de nous pour nous aider à réparer ce qui est brisé, ce qui est souffrant à l'intérieur de nous, et aussi pour nous aider à solidifier nos forces. Parce que nous avons des forces, même si on les oublie parfois quand on va très, très mal. On en a. Les ressources, moi, qui m'aident, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la médication, la psychothérapie, le groupe de soutien hebdomadaire, mon mari, mes amis, ma famille, mon travail. C'est l'art, c'est de m'écouter, d'être vigilante de mes fluctuations de l'humeur, de me donner la permission de me reposer. Parce que parfois, ne rien faire, c'est faire quelque chose. C'est aussi d'accepter que j'ai une maladie mentale que j'apprends à apprivoiser. J'ai voulu faire cette conférence pour aider à briser les tabous, à démystifier, à déstigmatiser la maladie mentale. Pour montrer que même si le chemin du rétablissement est parfois difficile, parfois très difficile, c'est possible. Mais en disant ça, je ne veux pas minimiser la souffrance qu'on vit, okay? Parce que je sais c'est quoi et je sais que ça fait très mal. Et je sais que même quand on va mieux, elle nous guette. Elle n'est pas loin. Mais j'ai appris que lorsqu'on commence à ressentir cette souffrance arriver, on doit se tourner vers les personnes et les choses qui nous font du bien. Ce sont nos brèches de lumière et d'espoir qui nous aident à reprendre goût à la vie et à continuer notre chemin du rétablissement. Merci.